Merci à tous d'être présents pour cet atelier. Je me permets de vous proposer quelques règles pour ce webinaire, pour des raisons pratiques. Premièrement, juste vous informer que la conférence est enregistrée et qu'elle sera rediffusée sur le site web des Assises, voilà, pour que le plus de personnes possibles puissent prendre connaissance des informations qui vont être dites ce soir. Je vous demanderai également de couper vos micros et vos caméras afin qu'il y ait le moins de bugs possible sur, voilà, sur l'application. Et si vous avez des questions tout le long de l'atelier, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'outil chat qui est dans la barre juste en bas. Voilà, donc on répondra à vos questions soit directement dans le chat, soit en direct. On a des petits temps des petits temps de questions qui sont organisés. Voilà, donc je propose qu'on commence par présenter les intervenants. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Rodolphe Panier du CEPRI, qui est le Centre européen pour la prévention du risque inondation, qui va vous faire un retour d'expérience sur les inondations de 2016 qui ont eu lieu sur notre territoire. Également Marielle Chenesso, qui est chef de projet gestion des risques à Orléans Métropole. Et moi-même, donc Cléa Bouchard, qui suis chargée de projet également à Orléans Métropole pour tout ce qui est stratégie locale du risque inondation. Donc voilà les intervenants de ce soir. Je laisse la main maintenant à Rodolphe qui va vous présenter plus en détail les événements de 2016. Bonjour à tous et à toutes. C'est bon, merci. Donc voilà, je suis Rodolphe Panier et je suis chargé de mission au Centre européen de prévention du risque inondation, qui est une association composée de collectivités territoriales investies dans la prévention du risque inondation, et une association qui est basée à Orléans. Donc je vais revenir sur un événement qui a durablement marqué notre territoire, a marqué les populations, notamment les populations sinistrées, mais aussi les élus, les personnels des communes, des intercommunalités, du département, de l'agglomération, les personnels de tous les services qui ont été engagés dans la gestion d'une crise de grande ampleur, une crise inédite. Et donc, je vais revenir sur ces événements en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous rappeler le phénomène, ce qu'il s'est passé sur le plan météorologique, sur le plan hydrologique. Et ensuite, j'essaierai d'apporter un éclairage sur les grandes problématiques qui se sont posées en termes de gestion de crise dans le Loiret et plus particulièrement sur le secteur de l'Orléanais. Donc, vous vous rappelez, on est à la fin du mois de mai 2016 et à cette époque, assez tardivement pour la saison, on a un système dépressionnaire qui s'installe sur le nord-ouest de l'Europe, notamment en Allemagne, et qui va stagner, pris entre deux anticyclones, et qui va, par ce qu'on appelle un retour d'Est, provoquer des cumuls exceptionnels de précipitations sur le nord-ouest de l'Europe, et ces précipitations vont générer de très importantes inondations. Donc la France est particulièrement concernée, mais aussi l'Allemagne, par exemple, ainsi que la Belgique, la Suisse, l'Autriche et d'autres pays encore. Donc c'est un phénomène vraiment de dimension européenne qui a frappé une partie de nos territoires à la fin du mois de mai. Alors le contexte, on est à la fin, on est au printemps, et le contexte n'est pas très favorable initialement, puisque on sort d'un hiver extrêmement pluvieux. Donc on a là sur les précipitations relevées à Bourges en 2016, on voit que les précipitations sont excédentaires en janvier, février, mars, avril et jusqu'à début mai. Donc on a des sols qui sont très proches de la saturation
au moment où survient cet épisode météorologique exceptionnel de la fin du mois de mai. Alors cet épisode va générer la catastrophe la plus coûteuse en France depuis la création du système CatNat en 1982. Il n'a été battu qu'en 2017 avec le passage de l'ouragan Irma dans les Antilles françaises. Donc le bilan est assez lourd, 5 décès, dont un dans le Loiret à Montargis, 24 blessés, 15 000 personnes évacuées, c'est le chiffre officiel, mais c'était un chiffre qui était incomplet, et donc on peut estimer qu'il y a énormément de populations, d'habitants en plus qui ont dû être évacués au cours de ces événements. C'est un événement d'une grande ampleur géographique puisque 27 départements ont été plus ou moins impactés. 1400 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, ce qui illustre l'ampleur du phénomène, et des dommages totaux estimés à 2,4 milliards d'euros, dont 1,4 milliard de dommages assurés pour presque 150 000 sinistres qui ont été déclarés aux assurances. Et en termes de dommages, on a 3 départements qui concentrent la moitié des dommages assurés liés à cet événement. Tout d'abord, la Seine-et-Marne, en second, le Loiret, et en troisième, l'Essonne. Donc on voit bien que les départements qui ont été le plus impactés sont situés au sud de l'Île-de-France et au nord de la région centre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé plus précisément dans le Loiret? Donc, on a ces cumuls de pluies exceptionnelles liés à cette dépression qui stagnent, et les cumuls les plus importants, ils sont relevés en forêt d'Orléans. On a relevé entre 150 et 200 mm de pluie en 5 jours sur la forêt d'Orléans. Alors, la forêt d'Orléans a la particularité de constituer la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Loire au sud-ouest et le bassin de la Seine au nord. C'est-à-dire que les eaux qui tombent sur le versant Loire ont vocation à rejoindre la Loire via ses affluents, et les pluies qui tombent au nord et au nord-est de la forêt d'Orléans, ces pluies vont ruisseler, alimenter les cours d'eau qui ont vocation à rejoindre la Seine via ses affluents, notamment le Loing. Donc c'est ce qui se passe en 2016. Il pleut en forêt d'Orléans avec des sols qui sont saturés, qui saturent très rapidement. Donc les eaux ruissellent, suivent le sens de la pente, s'accumulent dans les points bas, alimentent les cours d'eau, et ces cours d'eau qui vont finir par entrer en crue, puis déborder. Alors c'est un événement qui va générer une crise particulièrement complexe, difficile, compte tenu de l'ampleur du phénomène. D'une part, on a quasiment l'ensemble des cours d'eau du Loiret, que ce soit sur le versant Seine ou le versant Loire, qui entrent en crue de manière quasi simultanée. En fait, seule la Loire ne va pas déborder, elle va entrer en crue, mais une crue très modérée, une crue non débordante. Mais on a tous ces affluents qui entrent en crue. Alors, le fait que la Loire ne soit pas en crue, c'est quelque chose qui déjoue un petit peu la préparation de nos territoires, puisque depuis 20 ans, en fait, tous les territoires riverains de la Loire, les services de l'État, l'agglomération d'Orléans, tous les services, toutes les administrations se préparaient à une crue majeure de la Loire. C'est sur ce scénario-là que les plans ont été élaborés. Et en l'occurrence, l'eau arrive de partout, sauf de la Loire. Donc, première difficulté, on a un événement qui ne suit pas le script des plans de gestion de crise. Autre difficulté, c'est l'ampleur de la crise. On a une crise départementale, c'est-à-dire que quasiment au même moment, on a 85% des communes du Loiret qui sont concernées par le risque inondation. Donc, gérer une crise qui est localisée, c'est déjà difficile. Lorsque cette crise concerne tout un département, vous imaginez l'ampleur des difficultés et de la tâche à accomplir
pour les services concernés. Alors, non seulement les crues se produisent partout sur le territoire, mais en plus, ces crues sont exceptionnelles. C'est-à-dire que sur le Loing, à Montargis, on atteint un niveau d'eau qui est 30 centimètres au-dessus de la crue de référence, qui est la crue centenale qui s'est produite en 1910. Donc une crue qui dépasse toutes les références connues. Une crue qui dépasse également les références connues qu'on a sur le bassin du Sens et du canal d'Orléans. La crue est très largement supérieure, pour ceux qui s'en souviennent, à celle du 28 mai 2008 et de février 2002. Ce sont deux crues dont on estime que les périodes de retour sont comprises entre 20 et 50 ans en fonction de là où on se trouve sur le bassin. Et une crue qui est largement supérieure à celle d'avril 1983, qui était la dernière grande crue connue dans nos mémoires, qui était une crue de période 50 à 100 ans, et on dépasse très, très, très largement les niveaux qui avaient été atteints. Sur la Bionne, la crue dépasse la crue centenale qu'on avait modélisée. Au nord-ouest d'Orléans, on a une rivière qui s'appelle la Retrève, qui est d'habitude en grande partie souterraine, qui est née en forêt d'Orléans, mais qui a atteint un tel niveau de crue qu'elle a repris son lit de surface et qui a inondé, on va le voir tout à l'heure, notamment l'autoroute A10. Et en plus de ces crues, de ces débordements de cours d'eau, on a d'autres phénomènes qui viennent aggraver la situation, des phénomènes de ruissellement en milieu urbain, avec des phénomènes de saturation et de débordement des systèmes d'assainissement, des bassins de rétention. Et en milieu rural, des phénomènes de ruissellement qui se transforment en coulées de boue. Et à cela s'ajoutent des mouvements dans les nappes superficielles qui fait qu'on a des remontées de nappes, des écoulements, notamment dans les caves ou les espaces souterrains. Quelques exemples, quelques images. Donc la crue du Loing à Montargis, avec l'inondation de la clinique de Montargis. La crue de l'Œuf à Pithiviers, affluent de l'Essonne, qui va contribuer à une crue cinquantennale de l'Essonne. La crue du Cosson à la Ferté-Saint-Aubin, donc en Sologne. Et pour revenir sur les territoires de l'agglomération d'Orléans, on a des débordements qui surviennent dans énormément d'endroits dans l'agglomération. À la limite, seul le centre d'Orléans est à peu près épargné. Donc ça commence dans la nuit du 30 au 31 mai, de manière importante, à Saint-Cyr-en-Val. Donc c'est la photo en bas à gauche. Donc à Saint-Cyr-en-Val, on a un cours d'eau qui s'appelle le Morchène, qui est, en arrivant dans le centre-ville, enterré, et qui là, en raison des pluies, d'un débit extrêmement important, il va reprendre son lit de surface et inonder le centre-ville. Ça se passe de nuit, il faut évacuer des gens. Déjà de jour, c'est compliqué, mais de nuit, c'est extrêmement difficile. Les gens sont réticents à évacuer, il faut que les pompiers interviennent. Certains refusent, puis quand l'eau arrive, souhaitent partir, mais l'eau empêche, fait pression sur le portail, il n'est plus possible de sortir. Il faut que les pompiers entrent avec des pieds de biche. Et donc, à Saint-Cyr-en-Val, ça se passe vraiment une gestion très complexe, avec beaucoup de personnes à prendre en charge dans la nuit du 30 au 31 mai. C'est là où ça commence vraiment. Le mardi 31, l'autoroute A10 commence à être inondée. C'est un phénomène où les acteurs de la gestion de crise ont eu du mal à comprendre au départ. On avait quelque part oublié qu'il y avait cette retrève, ce cours d'eau qui passait d'habitude sous l'autoroute A10, mais qui là a débordé sur l'autoroute, avec des hauteurs d'eau jusqu'à 1,50 m, et piégeant tout un ensemble d'usagers qui ont été pris au piège sur l'autoroute et qu'il va falloir évacuer dans la journée du 31. Vous avez vu les images sûrement, notamment sur BFM, de ces camions militaires qui sont venus récupérer les personnes qui étaient naufragées sur l'autoroute A10. Camions militaires parce que c'était les seuls véhicules qui étaient en mesure de pouvoir s'engager sur l'autoroute inondée.
Des inondations aussi plus à l'est, à Semois, avec des débordements de l'égoutier, à Boigny-sur-Bionne, à Marigny-les-Usages, avec des débordements de l'Esse, des débordements de la Bionne, de l'Ivoirie. Puis sur le bassin du Sens, avec notamment une crue importante du Sens et du canal d'Orléans à Mardié. Et ensuite, donc, toute cette eau qui est tombée sur le bassin du Sens et sur le canal d'Orléans et sur l'Oussens et tous les affluents se retrouvent au moment où le Sens rejoint le canal d'Orléans en amont de Chécy et vient grossir de son débit le débit du canal. Et toute cette eau arrive dans Chécy et va générer des débordements très importants en rive droite, notamment rue de Verdun, plusieurs rues sur la rive droite du canal. Mais ce qui a surpris tout le monde aussi, c'est des débordements en rive gauche au niveau de la rue des Plantes, en amont du pont Auger, avec des débordements extrêmement importants, des montées d'eau très rapides, puisqu'on va la cuvette va se remplir très rapidement et on va atteindre des hauteurs d'eau exceptionnelles, puisqu'on a eu des hauteurs d'eau qui ont atteint 1,50 m, 1,80 m dans certaines habitations, donc des inondations vraiment exceptionnelles et catastrophiques. Donc la difficulté de cette gestion de crise, c'est qu'on a des enjeux, des habitations, des activités économiques, des réseaux structurants, des établissements sensibles qui sont inondés à peu près en même temps. Donc, des inondations dans des secteurs habités, notamment à Montargis, dans le centre-ville de Montargis, à Fay-aux-Loges, à Gidy, et aussi dans l'agglomération orléanaise. Donc à Chécy, on l'a vu, à Mardié, Boigny-sur-Bionne, Saint-Cyr-en-Val, mais aussi sur les autres communes. On a des inondations dans le nord d'Orléans au niveau des zones d'activité. On a donc l'autoroute A10 qui a été inondée, mais pas seulement, l'autoroute A77, ainsi qu'une grande partie du réseau routier départemental, puisqu'au pire de la crue, 50% des routes du département étaient concernées par des coupures, des dommages, ce qui, on le comprend, va sérieusement compliquer à la fois le déploiement des services de secours, mais aussi les opérations d'évacuation. La crise a été rendue aussi compliquée parce qu'on a eu certains établissements particulièrement sensibles qui ont été inondés ou en passe de l'être. On pense au centre pénitentiaire Orléans-Saran, qui a dû être évacué. Donc 400 détenus à évacuer. Il faut trouver des cars, des chauffeurs, il faut trouver des itinéraires, ce qui n'est pas évident compte tenu de ce qu'on vient de voir, la submersion du réseau routier. Il faut trouver des établissements pénitentiaires pour les recevoir, dans un contexte national de surpopulation carcérale. Donc, c'est une opération qui a été extrêmement, extrêmement difficile. D'autres établissements sensibles aussi ont été inondés. On a vu la clinique de Montargis, mais on a eu aussi plusieurs EHPAD. Et évacuer un EHPAD parce qu'il n'y a plus d'électricité, donc plus d'ascenseur, parce qu'on a des populations qui se déplacent très mal, qui sont très peu mobiles, il faut engager des moyens. Donc, il y a eu des moyens qui ont été engagés pour tenter d'évacuer ces EHPAD. Mais là encore, on comprend que l'inondation d'un tel établissement, c'est quelque chose de très difficile à gérer, très compliqué à gérer, et on rajoute de la complexité à une crise déjà extrêmement difficile à gérer. C'est une crue, un événement qui a amené la mobilisation d'un très grand nombre d'intervenants, ne serait-ce qu'au niveau des communes. Dans chaque commune, les élus, les personnels municipaux, parfois soutenus par les élus et les personnels des intercommunalités, mais aussi les services de l'État, du département, se sont fortement mobilisés, alors que souvent, enfin parfois, eux-mêmes étaient inondés. On a aussi, il faut le souligner, il faut mettre en avant des expressions de forte solidarité qui sont exprimées dans certaines communes, notamment dans les plus petites, avec des habitants qui sont venus donner un coup de main, qui sont aidés, les associations qui sont venus décharger un petit peu les élus, les personnels municipaux d'un certain nombre de tâches et qui leur ont permis d'alléger un peu le fardeau de la crise. Il faut souligner aussi également
le fort engagement des sapeurs-pompiers du SDIS, donc du Loiret, qui a été extrêmement sollicité, on l'imagine, puisque en 15 jours, ceux-ci ont eu à mener 4600, je crois, opérations, soit de reconnaissance, soit de sauvetage, assistés par d'autres services tels que les SAMU, mais aussi les associations agréées de sécurité civile, la Croix-Rouge, la Fédération française de sauvetage et de secours, qui a, il me semble, géré notamment la prise en charge des naufragés de la route au Palais des Sports d'Orléans. On a vu aussi que les forces armées avaient été engagées pour évacuer les usagers qui étaient bloqués sur l'autoroute A10, les forces de l'ordre évidemment, notamment pour prévenir le pillage des habitations qui avaient été évacuées, ainsi que la force d'action rapide nucléaire de la centrale de Dampierre-en-Burly, qui dispose de matériel très important pour permettre notamment le désembâclement, la mise en place de pompes de haut débit. Mais on a dû faire appel, les services de l'État ont dû faire appel à des renforts d'autres territoires pour faire face à la situation, tellement celle-ci était complexe. Donc, on a vu arriver des sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire, de Loire-Atlantique, qui sont venus soutenir les pompiers du Loiret. Sur Montargis, les sapeurs-pompiers de Paris sont aussi intervenus en soutien. Et en soutien aussi sont venus des militaires de la sécurité civile, donc à Montargis et également du côté de Chécy. Et pourtant, en dépit de cette mobilisation de moyens, ce qui ressort quand on discute avec les élus après la crise et avec certains habitants, c'est un sentiment d'avoir été livrés à eux-mêmes. On le ressent. Cela peut avoir plusieurs explications. Il faut savoir que compte tenu de la crise, de l'extension spatiale de la crise, on a énormément d'appels, que ce soit au niveau des pompiers, au niveau de la préfecture, pour signaler des situations, pour alerter, pour témoigner. Et les centres d'appel sont très rapidement complètement saturés. Et du coup, les élus des communes qui souhaitent alerter la préfecture ou les pompiers de la situation dramatique qu'ils sont en train de vivre se retrouvent à ne pas pouvoir joindre leurs interlocuteurs du fait de la saturation de ces centres de traitement d'appel. Le mauvais temps a fait qu'il n'a pas été possible d'engager des hélicoptères pour survoler l'ensemble de la zone, ce qui a privé les autorités, la préfecture notamment, d'une vision globale de la situation. Le fait que cette crise se joue à l'échelle d'un département et ne soit pas localisée fait que les services de secours ne pouvaient pas être partout à la fois. Et donc, il y a certains endroits où ils auraient sûrement été nécessaires qu'ils soient présents, mais ils n'ont pas pu intervenir compte tenu de nombre de tâches à accomplir de manière simultanée. La submersion des axes routiers a aussi empêché ou retardé les interventions des services de secours dans certaines communes. Et il faut savoir aussi que le SDIS peut engager un certain nombre de personnels pour l'inondation, mais il se doit de maintenir dans les casernes un minimum de personnel pour faire face aux autres risques qui pourraient survenir. Ce qui fait que ce qui est d'habitude prévu en théorie dans le plan communal de sauvegarde, c'est-à-dire que le maire est assisté d'un sapeur-pompier pour gérer la crise, là, il n'a pas été possible de mettre à disposition de tous les maires un sapeur-pompier pour les assister dans la gestion de crise. D'où sûrement ce sentiment d'avoir parfois été, de devoir compter que sur soi-même. Alors, c'est une crise qui se caractérise aussi par sa durée, par sa longueur. On parle de plusieurs jours de crue, d'une très lente décrue, notamment au niveau de la Retrève, mais aussi au niveau de la rue des Plantes à Chécy. Donc, on a des cellules de crise qui ont été activées certaines jours et nuits pendant plusieurs jours. C'est le cas notamment dans la commune de Chécy. C'est également le cas au niveau du centre opérationnel départemental, c'est-à-dire la cellule de crise de la préfecture du Loiret.
mais c'est le cas aussi dans d'autres cellules de crise où on a dû rester sur le pont pendant plusieurs jours. Cette crise, elle a été longue parce que une fois la décrue arrivée, le début de la décrue, ces territoires ont subi ce qu'on appelle des effondrements karstiques. Donc, c'est des phénomènes naturels qui surviennent de temps en temps dans le Loiret. Mais là, on en a connu, je crois, pas loin de 30 en quelques jours. Donc, des effondrements, des gouffres qui se forment avec, heureusement, pas de victimes, mais des dommages dans certaines habitations. Donc, c'est les effets dominos. La crue favorise les effondrements karstiques. Donc, on a une crise qui s'étend dans la durée et qui met à l'épreuve, tant sur le plan physique que psychologique, la population, évidemment, les personnes sinistrées, mais aussi les intervenants, les acteurs de la gestion de crise qui doivent à la fois gérer la crise et qui sont parfois dépassés parce que l'événement est inédit, l'événement de très grande ampleur. Il y a une pression médiatique forte. On se rappelle voilà, sur l'autoroute A10 qui passe en boucle, les journalistes qui viennent au Palais des Sports d'Orléans pour essayer d'interviewer les naufragés de la route. Donc, il y a une forte pression médiatique. Et puis, ces acteurs aussi, ils sont inquiets parfois par leur propre situation personnelle et familiale. Et souvent, ces gens qui sont sur le pont, quand ils ont un peu de temps pour se reposer, ils sont amenés à gérer leur propre situation personnelle qui est difficile ou assister leurs voisins. Donc, on voit bien qu'on est dans un cercle d'épuisement des uns et des autres. Et le passage de relais, parfois, il est nécessaire, mais il est difficile quand on a très peu de moyens. C'est le cas dans les petites communes. Les petites communes, on a le maire, quelques élus et puis le personnel municipal qui vont gérer la crise sans possibilité de relève, donc qui vont s'épuiser. On a des gens qui sont au bord de la rupture, à l'extrême limite de leur capacité. On a aussi des phénomènes de personnes qui ne veulent pas lâcher. Cet après-midi, il y avait un témoignage dans un autre webinaire du maire de Chessy qui racontait que les gens voulaient, les personnels de la mairie voulaient aider, ne voulaient pas s'arrêter et qu'il était obligé de leur ordonner de prendre quelques heures de repos afin qu'ils puissent continuer à travailler dans des conditions de sécurité à peu près sereines. Ça a été une crise longue aussi parce que la sortie de crise a été difficile et le retour à la normale a été particulièrement long. On a énormément d'habitations endommagées. Donc, une fois que la décrue arrive, il faut éventuellement procéder à du pompage, à du nettoyage, vérifier que l'habitation on peut y entrer, mais souvent les dommages sont tels que les habitants doivent se reloger de manière temporaire, provisoire, le temps que les réparations soient faites. Il y a le passage des experts, des assurances, il y a les démarches de la part de la mairie pour obtenir la déclaration en catastrophe naturelle, et puis après, il y a la démarche auprès des assurances pour bénéficier des indemnisations. C'est parfois long. Et donc, c'est une gestion, une post-crise, un retour à la normale qui a duré très longtemps. On sait qu'il y a des populations qui ont mis 2 ans avant de pouvoir retourner dans leur logement. Donc, c'est extrêmement difficile pour les sinistrés. Donc, on a eu des gens en détresse. Cette détresse impacte aussi sur les responsables, sur les autorités. Donc, c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Et donc, il y a eu aussi un besoin de mise en place de cellules, ce qu'on appelle des cellules d'urgence médico-psychologique, pour apporter une première réponse, une première aide aux habitants qui ont été extrêmement marqués, dévastés, certains par l'événement. Donc, et c'est quelque chose en matière d'inondation qui est souvent sous-estimé, cet impact, ce stress post-traumatique qui peut affecter une partie des sinistrés. C'est un chantier sur lequel il faut travailler dans les années à venir. Pour terminer,
des éléments de bilan sur ce qui s'est passé dans le Loiret. Donc seulement, heureusement, un décès à Montargis, mais des centaines de personnes qui ont été sauvées en urgence. Il y a eu des personnes qui ont été véritablement en danger. Donc évidemment, ce qu'on vient de voir, des centaines de nécessités de prise en charge psychologique. Les interventions du SDIS dont je vous parlais tout à l'heure, 4600 en 15 jours, je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport aux interventions normales, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme. 18 400 dossiers de sinistres dans le Loiret, 250 millions d'euros de dommages indemnisés au titre de la garantie CatNat, donc le département qui a été le deuxième le plus atteint en termes de dommages indemnisés derrière la Seine-et-Marne. Il faut savoir que là, on parle de dommages indemnisés. Il y a tout un tas de dommages qui ne le sont pas, au niveau, par exemple, du patrimoine des collectivités territoriales. Et en général, ce qu'on dit, c'est que pour ramener le montant des dommages indemnisés et avoir une estimation des dommages totaux, il faut multiplier par 2, 2,5. Donc, on peut estimer, sans trop se tromper, que cet événement a coûté au moins 500 millions d'euros dans le Loiret. C'est un événement aussi qui a généré donc des perturbations durables aussi des réseaux et des services publics. On a l'autoroute A10 qui a été fermée pendant 10 jours, mais aussi des services, des équipements qui ont mis du temps à se remettre en place. Je pense à l'usine de traitement des ordures ménagères d'Orléans Métropole, le centre pénitentiaire qui a nécessité des travaux très longs, ce qui fait que les détenus, une partie des détenus ont mis 2 années avant de pouvoir revenir dans leur cellule. Des réseaux, des tronçons routiers qui ont été longtemps impraticables. Donc, on a des impacts durables. On voit que le retour à la normale n'est pas simple quand on a de tels dommages sur un territoire. J'en ai terminé pour cette présentation relativement rapide de ce qui s'est passé dans le Loiret, et je vous propose maintenant de passer aux questions, si vous voulez. Oui, alors moi j'ai posé une question via le chat ici. Y a-t-il des procédures de simulation existantes? Excusez-nous pour les micros. J'ai mis le mien du coup. D'accord. Donc, excusez-nous pour ces problèmes techniques. Donc, 2016, effectivement, la question d'un hébergement a été complexe pour certains. On a essayé de demander les hôtels disponibles. Le département a recensé aussi les logements qu'il avait à mettre à disposition des gens qui devaient quitter leur logement pour une longue durée. On a essayé de faire appel à peu près à tout le monde pour essayer de trouver ces logements pour que les gens puissent, sans trop de frais, puisque certains se retrouvaient dans des grandes difficultés financières puisqu'ils payaient déjà les remboursements de leur maison, qu'ils ne pouvaient pas y habiter et qu'ils devaient se reloger pendant une période qui, pour certains, a été très très longue puisqu'il a fallu plus de 2 ans pour certains pour regagner leur maison. Et tous n'ont pas pu regagner leur maison, malheureusement. Sur la question des assurances, c'est vraiment une grande difficulté pour les habitants, puisque le régime de catastrophe naturelle, normalement, indemnise, mais il indemnise à la hauteur, en fait, du contrat d'assurance que vous avez passé.
Et donc, si vous avez un contrat d'assurance un peu trop succinct, vous n'aurez pas un remboursement ou des dédommagements à la hauteur des dégâts que vous avez eus. Et notamment sur un des aspects qui est le relogement en période de crise. C'est un des aspects essentiels à négocier dans son contrat d'assurance, c'est d'avoir cette clause-là. Ça vous met au moins en sécurité le temps des travaux de la rénovation de votre habitation. Je me permets de compléter. Concernant la prise en charge du relogement dans les contrats d'assurance en cas de catastrophe, enfin, prise en charge du relogement dans les catastrophes, a priori, il y a une réforme en cours du système CatNat qui devrait faire que le relogement devrait être mieux pris en charge dans le cadre de l'indemnisation CatNat. C'était juste un petit complément à ce que tu... Oui, mais qui est très important. Je me permets de reprendre la question des arbres bleus. Je ne sais pas si mon micro était déjà coupé quand quand j'ai répondu à cette question-là. En effet, l'événement à Saint-Privé n'aura pas lieu demain. Il a été reporté. On n'a pas encore les dates exactes, mais ça sera durant le mois de mars. Voilà. Par rapport aux autres questions, y a-t-il des procédures de simulation existantes? De simulation, c'est-à-dire D'événements hydrauliques, oui. d'exercice D'exercice, oui, je ne sais pas. Excusez-moi, si vous vous voulez, m'entendez ou dans pas? le chat, ou alors peut-être que vous pouvez aussi Vous m'entendez? lever la main. En fin de compte, il y a une petite appli réaction et vous pouvez lever. Parfait. Voilà, vous pouvez lever la main et ouvrir votre micro si vous voulez. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Ah, on vous entend? Oui, oui, oui. Oui, alors ma question étant la suivante, alors si j'ai bien compris l'intervention, il y a énormément de choses qui ont été impactées, notamment au niveau des prisons, des EHPAD, des cliniques, des naufragés de la route, etc. Est-ce que sur l'ensemble de ces dimensions, on les a priés de mettre en place des procédures liées à ce type d'événement? Oui, vas-y. Oui, chaque établissement est censé avoir un plan de continuité d'activité et pour les établissements de santé, un plan d'évacuation, enfin un plan bleu, je crois, ouais. et qui leur permet normalement de prévoir un lieu d'accueil pour leurs résidents, une méthodologie d'évacuation et de gestion de leurs résidents. Malheureusement, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas fait ou alors d'une manière très succincte. Ils répondent à la description de leur établissement, mais ils ne vont pas chercher dans leurs autres établissements, soit de leur même groupe ou dans des résidences voisines, comment accueillir et faire déplacer leur personnel ou malades qu'ils ont à gérer. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille. Alors, la pandémie nous a un peu freinés. On travaille cet aspect-là avec l'ARS pour qu'effectivement les choses s'améliorent dans le temps. Oui, d'autant plus qu'ici, la difficulté supplémentaire vis-à-vis de ça, c'est la simultanéité des PCA qui sont mis. Donc, on n'a pas d'assurance, si ça marche bien de façon isolée, que le jour où il y en ait une vingtaine ou une trentaine à mettre en œuvre simultanément, que ça puisse fonctionner. Oui, tout à fait. Mais l'intérêt d'un PCA, on sait de toute façon qu'en cas de crise, on va devoir adapter les choses. On n'a jamais le phénomène qu'on s'attend, on a toujours une variation. Mais si déjà chaque établissement ou chaque organisme a un plan de continuité d'activité qui lui a permis de recenser quels étaient les points essentiels dans sa structure à protéger, déplacer, sauver ou conserver, ça permet déjà de gagner du temps pour essayer de mettre quelque chose en place et de s'adapter aux circonstances de l'événement en cours. OK, bah écoutez, je vous remercie pour votre réponse. Il y a eu une question aussi, que se serait-il passé si la Loire avait été en crue au même moment? Oui. Alors, ce que je réponds dans le chat, c'est une crue de la Loire, c'est un événement ce qu'on considère comme majeur, puisque rien que sur la Loire moyenne, c'est-à-dire entre Nevers et Angers, ça concerne plus de 300 000 personnes qui sont évacuées. Dans notre secteur, c'est 60 000 personnes qui sont évacuées.
qu'en cas d'inondation de la Loire, on n'a plus moyen de traverser le Val, donc on n'a plus moyen d'aller d'Orléans à Olivet, par exemple, mais même de Jargeau à Vienne-en-Val, toute cette zone-là étant inondée, tout le réseau routier est complètement coupé, et pour plusieurs semaines minimum. En plus, on a un certain nombre de réseaux électriques, techniques, EDF, GDF, etc., qui vont être en panne ou coupés. Donc, ils vont être coupés dans la zone inondée, mais sûrement aussi dans les bordures de ces zones inondées. Et donc, ça va mettre vraiment en grande difficulté l'ensemble du territoire. Donc, on se prépare toujours à une crue d'inondation de la Loire, mais c'est un événement qu'on redoute parce qu'on sait très bien que ça aura un impact majeur sur notre territoire. Alors, Pas de l'Ouest. Je vais répondre sur la gueule. Alors, secteur Val-Ouest, on a un PPRI, on a un plan de prévision du risque inondation qui indique notamment dans les zones inondables les règles d'urbanisme à respecter pour ne pas augmenter la vulnérabilité du territoire. Alors, c'est vrai que c'est toujours très surprenant et très perturbant, mais effectivement, on a le droit de construire en zone inondable. On a le droit de construire chez nous dans des hauteurs d'eau qui sont supérieures à 2 mètres même, mais en respectant un certain nombre de conditions qui sont dans le PPRI. Ça peut être étonnant, mais on a certaines communes qui sont 100% inondables. Et pour ces communes, c'est quand même difficile de leur interdire de vivre simplement, de se reconstruire sur elles-mêmes, etc. Après, je ne peux répondre sur le grignotage des terres agricoles, etc. C'est pas notre débat de ce soir, mais ça n'est pas qu'on comprend. Alors, oui, je vois qu'il y a une question sur une question. Il y a un peu d'écho. Sur les pratiques agricoles. Alors, je vais pas parler de manière, je ne sais pas exactement ce qui se fait sur l'Orléanais, mais je peux témoigner de ce qui se fait ailleurs en France, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans le cadre notamment des PAPI, des programmes d'action de prévention des inondations dont on va vous parler dans les minutes qui suivent. Il y a un gros travail qui est engagé avec la profession agricole pour essayer d'adapter les techniques pour qu'elles soient bénéfiques en termes de limitation du ruissellement et donc des pertes de parcelles. Donc, en essayant de favoriser ce qu'on appelle des mesures d'hydraulique douce, donc des haies typiquement, qui vont pouvoir freiner pour les événements les plus fréquents, les écoulements, mais aussi le transport solide. Un travail sur le sens de la labour, même si c'est parfois difficile, même sur le plan mécanique, c'est pas toujours évident. Et donc, c'est un travail qui se développe, je pense notamment à la Normandie, aussi dans le Grand Est, pour essayer de réfléchir à avoir ce qu'on appelle un assolement concerté, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes cultures sur les différentes parcelles pour avoir une mosaïque de parcelles, ce qui peut permettre de réduire à la fois l'impact sur les sols, sur le ruissellement et sur les coulées de boue et les inondations. Ça favorise aussi la biodiversité. Et ça a des effets, ce qu'on appelle les effets, les co-bénéfices en termes de biodiversité, en termes de paysage, tout ce genre d'atouts. Monsieur Vidal, vous pouvez prendre la main. Vous pouvez participer. Je vous remercie. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne sais pas du tout. Oui, oui. C'est bon. D'accord. Alors, deux réflexions. Il faut savoir déjà que quand la 10 a été tracée, il y a des hydrogéologues qui avaient prévenu en fait la société d'autoroute que l'endroit où passer, soit il fallait modifier le tracé parce qu'il y avait un risque que la retrêve
reprenne son cours au cas d'événements exceptionnels, soit sûrement de garder le même tracé, mais de les monter sur pilotis, comme ça se fait un peu plus loin. Et en fait, à l'époque, et les élus et la société d'autoroute n'a pas tenu compte de cet avis. Je précise quand même. Deuxième chose, quand on parle de Val Ouest, enfin, j'ai lu les réflexions, hein. Le problème, c'est que même si on a le droit légalement de construire des maisons sur pilotis, quand il y a une crue majeure, on est bien obligé d'évacuer les gens. C'est-à-dire qu'on oblige, au lieu d'avoir 65 000 ou 60 000 personnes à évacuer, on va dire, sur le secteur, enfin sur le Val de Loire, là, on rajoute des gens. Pour amener les voitures, il faut des routes. Ça veut dire qu'on imperméabilise les sols. Il faut savoir qu'à Val-Ouest, en plus, il y a un double phénomène. C'est une zone inondable. Vous avez la nappe qui affleure, la nappe phréatique qui affleure à 1 ou 2 mètres. Et troisième chose, vous avez du calcaire karstique. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les photos qui sont celles du secteur de Gidi. On peut avoir exactement la même chose là-bas. C'est-à-dire qu'on a déjà des maisons qui n'ont pas le droit, elles, d'avoir une modification de s'agrandir. Mais à côté de ça, on construit un quartier sur une zone de calcaire en fait friable. Voilà. C'était juste ce que je voulais faire comme remarque. Alors, effectivement, on a demandé, nous, à nos collègues de l'urbanisme, s'ils construisaient dans ce secteur-là, que ce soit un quartier vraiment résilient, parce qu'effectivement, nous, on a la difficulté d'évacuer et de gérer en cas de crue les populations, et que donc, on trouvait que déjà 60 000 personnes, c'était beaucoup. Et donc, voilà. Mais bon, je ne sais pas dans quelles conditions ce projet Val d'Ouest va évoluer. Il est en cours de réflexion, de discussion en interne. Je ne sais pas ce qui va être choisi. Pour les phénomènes karstiques associés, effectivement, alors pas forcément sur ce terrain-là, mais plus à l'ouest, c'était sur Saint-Privé, où effectivement on a eu quelques difficultés avec une maison qui s'effondrait dans un gouffre. On a eu des effondrements aussi dus à ces phénomènes karstiques sur l'autoroute. Voilà. Pour la retrêve et la construction de l'autoroute, vous avez effectivement raison. Mais c'était les années 70 et vous savez, c'est une période où l'homme était plus fort que la nature. Plus fort que la nature, et donc pourquoi écouter ce genre de choses? Je pense qu'heureusement, on a un peu évolué. Et sur la retrêve, on a une étude avec plusieurs partenaires qui est en cours. C'est une étude BRGM faite par le BRGM et le CEREMA pour mieux comprendre ces phénomènes de la retrêve qui sont extrêmement complexes, hein, puisque c'est lié à un certain nombre de gouffres en forêt d'Orléans. Elle est par moments en surface, par d'autres moments complètement souterraine. Et le fait, enfin, c'est un phénomène qui est vraiment très très complexe, et j'espère que dans 1 an à peu près, quand l'étude sera terminée, on pourra présenter les résultats et les données pour que tous ensemble on comprenne mieux ces phénomènes de la retraite, parce que c'est vraiment extrêmement particulier. Merci. Je vous propose de continuer la présentation. Peut-être que ça vous apportera également des éléments de réponse. Voilà, des éléments de réponse. Donc après le retour de 2016, on vous propose de voir les actions qui sont menées actuellement sur le territoire, pas seulement par Orléans Métropole, mais par également d'autres acteurs. Donc du coup, je laisse la main à Madame Chenesso qui va vous présenter notamment les études d'Écrival. Alors, Écrival, c'était vraiment l'idée que le territoire s'approprie ce système d'endiguement que l'on a, puisque une digue, ce n'est pas juste une digue à un endroit. Chaque digue repose l'une sur l'autre, et c'est ce qu'on appelle vraiment un système d'endiguement. Ça traverse des territoires très importants. Pour nous, le Val d'Orléans, par exemple, ça va de Saint-Privé jusqu'à Guilly. Donc, on a 42 km de digues en continu à cet endroit-là, qu'il faut maintenir en état, qui ont évolué dans le temps. Et ce qu'on a appelé Écrival, c'était vraiment une étude concertée face aux risques d'inondation pour ce secteur-là. C'est pour mieux comprendre ce système d'endiguement que les élus en place, qui des fois ne le connaissaient pas ou le connaissaient mal, se l'approprient et le connaissent mieux. Voilà.
Donc, le projet d'écrivain, c'était vraiment d'écrire une stratégie commune sur la gestion du risque inondation de la Loire, notamment, et de vraiment travailler sur les 3 aspects qui sont la protection, la prévention et la préparation à la crise. Donc, on a commencé par étudier les grandes crues de la Loire. On a essayé de voir comment elles s'appuyaient sur le système d'endiguement, de voir qu'à certains endroits, les digues rompaient systématiquement lors des grandes crues, type du 19e, et qu'il fallait peut-être qu'on renforce notre système d'endiguement ou que certains secteurs qui étaient peu protégeables, on les exclut de l'urbanisme notamment. On a défini pour la protection des scénarios d'aménagement à moyen et à long terme. Par exemple, on a décidé de renforcer les digues parce que nos digues, elles sont très anciennes, sont leur l'année. Elles datent pour certaines du 7e siècle. Elles ont été rehaussées après chacune des grandes crues qu'on a pu avoir. Et certaines étaient un peu constituées de paille, de charrettes. Enfin, on a un peu retrouvé tout dans les digues. Et donc, il y a eu un grand programme de travaux qui a été décidé de renforcement de ces corps de digues, notamment vraiment les restaurants avec la DDT. On a aussi regardé ce qui étaient les fragilités de notre système d'endiguement. Et on en a trouvé plus un certain nombre. On a trouvé, par exemple, qu'au fur et à mesure des siècles, on avait trouvé malin de passer des canalisations dans le corps des digues. Parce que quand même, une digue, ça gêne pour accéder à l'eau. Et donc, aussi bien pour aller pomper l'eau de la Loire pour l'agriculture, mais aussi les villes pour déverser leur réseau d'assainissement. Un certain nombre de canalisations avaient été posées dans les digues et ça crée des grandes fragilités. Et c'est quand même dommage de détruire un système qui nous protège sans le savoir. Donc, on a mené ce qu'on appelle des études de danger pour mieux connaître ces fragilités. Cet outil, il nous a permis de dire que les digues, ce n'était pas que sur un petit territoire. Et donc, qu'il nous fallait un outil un peu plus construit pour ça. Je repasse la parole à Claire. Donc voilà, à partir du moment où on a vraiment fait une analyse du territoire, des points de vulnérabilité, etc., on s'est engagé dans ce qu'on appelle la stratégie de gestion du risque inondation. Donc cette stratégie, elle a plusieurs objectifs. Ça va être de chercher à vraiment avoir une meilleure maîtrise de l'inondation en tant qu'événement, prévenir la formation des brèches dont Marielle vient de parler, de maîtriser l'entrée de l'eau dans les valles, mais aussi de diminuer le risque en fin de compte dans des zones qui vont être exposées. Donc les zones exposées qu'on a identifiées lors de l'étude écrivaine. Le but, ça va vraiment être de réduire la vulnérabilité des enjeux, quels qu'ils soient, population, habitat, EHPAD, etc. Et aussi l'occupation du sol. Le troisième enjeu, qui est de taille aussi, ça va être la préparation de la crise. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt avec Rodolphe Panier, on s'est pas mal préparé sur la Loire, mais donc il y a d'autres risques d'inondation que seulement la crue de la Loire. Et donc du coup, le but, ça va vraiment être d'optimiser la coordination et préparer les acteurs du territoire à tous ces risques-là, en fin de compte. Ensuite, on va essayer de développer une communication qui va être cohérente sur notre territoire, que ça s'adapte vraiment aux problématiques qu'on a sur le territoire et qu'elle soit pérenne, qu'on ne subisse pas, en fin de compte, un oubli de la mémoire collective de ce risque inondation. Le but, ça va vraiment être de s'adapter aux différents publics, donc des scolaires, des associations, etc., des élus aussi, pour pouvoir fournir une information coordonnée, tous ensemble, avec tous les acteurs. Donc, tous ces objectifs-là, on va les faire vivre à travers ce qu'on appelle un plan d'action de prévention des inondations, qu'on appelle PAPI. Voilà, et donc, le PAPI, je vais vous le présenter tout de suite. Il se constitue de 7 axes. Excusez-moi, j'ai loupé une diapo. Alors, le PAPI, non, vas-y, c'est bon. Le PAPI, il n'est pas seulement que sur Orléans Métropole. En fin de compte, on va travailler sur 3 EPCI pour avoir une cohérence scientifique par rapport à la gestion du risque inondation. Donc, du coup, on va travailler sur les communes que vous voyez là,
qui se répartissent sur Orléans Métropole, la communauté de communes du Val de Sully et la communauté de communes des Loges. En tout, c'est 38 communes qui sont concernées. Donc, le périmètre de la stratégie locale de la gestion du risque inondation, c'est le même que celui du plan d'action. Le plan d'action, donc, il est en 7 axes. Il va regrouper 37 actions en tout. L'axe 1, c'est l'axe qui va comporter le plus d'actions. Le but, ça va être d'améliorer la connaissance et la conscience du risque de manière globale. Donc, on va venir sensibiliser les différents élus. On va venir faire des actions de sensibilisation de la population en général, des choses plus ciblées auprès de scolaires, par exemple. Voilà. On va aussi travailler sur l'amélioration des DICRIM. Donc, les DICRIM, c'est les documents d'information communaux sur les risques majeurs. Va travailler sur les PCS, etc. Vraiment, le but, ça va être de constituer une base solide de connaissances sur le risque pour pouvoir ensuite faire des actions qui sont concrètes et sensées par rapport à notre territoire. Le deuxième axe, ça va être de renforcer nos outils par rapport à la surveillance et la prévision des crues sur le territoire. Voilà. Le troisième axe, c'est tout ce qui va être alerte en cas de crise et gestion de cette crise. Donc, par exemple, on va s'entraîner, tous les acteurs de la gestion de crise, à des exercices qui vont être variés pour pouvoir s'adapter en fonction de tel ou tel scénario. Et je vous parlerai un petit peu plus en détail de l'alerte aussi, un petit peu plus tard. L'axe 4, ça va être la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme, donc par exemple dans le PLUM pour Orléans Métropole. L'axe 5, réduction des vulnérabilités des personnes et des biens. Et l'axe 6, ralentissement des écoulements. Tous les deux, en fait, ça va être la réalisation d'études scientifiques, donc comme par exemple voilà, le ralentissement des écoulements, le débordement de cours d'eau, etc. L'axe 7, ça va être la gestion des digues. Voilà, donc là, on rentre un petit peu plus dans le concret et dans l'aménagement, avec cet axe 7-là. Le but de toutes ces actions, ça va être de préserver les enjeux. Donc, au niveau de la population, donc, qui est l'enjeu principal, évidemment, on va avoir 275 000 habitants qui vont être sur le PAPI et 65 000 personnes qui sont en zone inondable sur le PAPI, pas seulement en 2016. Évidemment, il y a aussi les habitations et les biens matériels qui sont à préserver, avec une prise en compte toute particulière pour tout ce qui est enjeux sensibles, donc maisons de retraite, écoles, réseaux, mais aussi tout ce qui va être usine de traitement des eaux usées, etc. Et il ne faut pas oublier aussi la préservation de tout ce qui est moyens de crise. Il faut que les pompiers puissent intervenir, il faut que les gendarmes puissent continuer d'intervenir. Voilà. Je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que ce programme d'action, il est vraiment multi-acteurs. On travaille avec le département, la DDT, avec des entités scientifiques, évidemment avec les élus, mais aussi des associations et les acteurs du patrimoine. Donc le but, c'est vraiment de faire une série d'actions voilà, pour prévenir du risque inondation, tous ensemble. Alors, pour revenir au post-inondation de 2016, un certain nombre d'actions ont été menées sur le secteur. Un des premiers acteurs qui a mené des actions, c'est le conseil départemental, puisqu'il a été très sollicité pendant les inondations de 2016, soit pour le nombre de routes départementales qui ont été très inondées, et où le département a réussi à publier à peu près 2 fois par jour un état du réseau routier qui nous a quand même bien aidé pour essayer de rétablir une circulation qui était très, très complexe. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 2 heures pour entrer ou sortir de la métropole, et c'était un enfer sans nom. Sur la gestion du canal, le canal est maintenant à la propriété du département, et à l'époque, il était géré par un syndicat du canal pendant la crise.
Au vu des difficultés du syndicat, alors je ne mettrai pas la pierre, mais c'était un petit syndicat qui n'avait jamais dû gérer un événement comme ça. Il n'était pas taillé pour faire face à cela. Donc le département a repris cette gestion en régie et a amené des travaux pour améliorer les choses. Il a aussi mis maintenant en place un système d'alerte pour mieux prévoir les inondations. Donc, la première action que le département a réalisée, ça a été des travaux d'urgence afin de rétablir un certain nombre de choses sur le canal, puisque forcément, post-inondation, notre première angoisse, c'est qu'on ait immédiatement un deuxième événement, ce qui arrive malheureusement parfois. L'histoire nous l'a montré plusieurs fois. Et donc, le département a immédiatement mené des travaux pour essayer de rétablir les choses et de les réparer, notamment à Coquille-Roi, Donnery et Mardier. Voilà. Il a aussi fait quelque chose qui pour nous est très utile. Alors, c'est très schématique, là, je vous montre, c'est peut-être trop technocratique, hein, vous m'en excuserez. Mais nous, ça nous a permis de voir quels étaient les débits qui ont circulé en 2016 dans le canal et les endroits où il y a eu un déversement et donc des secteurs ont été inondés. Et on se rend compte que vous avez deux débits qui apparaissent. En jaune, c'est celui qui était pourtant une crue très importante, c'était en 2002, où on avait cru déjà inonder un certain nombre de secteurs et ça avait été limite. Mais en fait, avec cette modélisation, on se rend compte que, par exemple, à Chécy, il y avait 90 mètres cubes secondes qui passaient dans le canal, alors qu'au-dessus de 40, il déborde. Donc, de toute façon, quoi qu'il aurait été fait sur les clapets, les systèmes des portes d'écluses, etc., de toute façon, il y avait trop d'eau pour cet ouvrage. En plus, le canal récupère toutes les rivières du Sens, de l'Ouzance. Il se récupère aussi les eaux de la Bionne. Et donc, ça fait des volumes qui étaient bien trop importants. Mais ce schéma qui pour nous est très important, il nous permet après de regarder quels sont les points de faiblesse et essayer d'y remédier. Et quand on ne peut pas y remédier, parce que, par exemple, les plantes à Chécy, malheureusement, c'est un secteur qui est en fin de canal et c'est récupérer les eaux de tout le bassin amont. Et donc, on n'arrivera jamais à éviter que le secteur des plantes à Chécy soit complètement inondé. Par contre, en mettant un système d'alerte, si on peut prévenir les gens, les informer et qu'ils puissent évacuer en temps, on évite des pertes humaines. Ce qui est notre souci premier en matière de gestion de crise, c'est éviter les victimes. Ce travail aussi a permis de lister un certain nombre de travaux qui seraient intéressants pour essayer de réduire l'incidence, les crues sur le canal. Donc, ils ont regardé pour mettre des clapets. Donc, d'ailleurs, c'est retenu et c'est budgété. Le département a budgété plus de 6 millions d'euros pour réparer un certain nombre de clapets. On a regardé les déverseurs à pont bleu, un siphon aux pâtures. La tangentielle, on s'est rendu compte souvent la tangentielle avait en fait eu un effet un peu barrage sur l'écoulement des eaux. Donc, ça, c'est des choses qui sont améliorées. Voilà, donc ça, c'est un peu la liste de ce qu'ils ont listé dans leur programme d'action qui peuvent se faire à moyen ou long terme. Ce n'est pas des travaux qui peuvent, ça représente des millions d'euros, donc ça ne peut pas se réaliser aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Pour la métropole, on a réalisé deux choses qui étaient pour nous importantes parce que 2016, en termes de gestion de crise, on a été extrêmement perturbés par des secteurs qui ont été inondés et qu'on ne s'attendait absolument pas qu'ils le soient. Autant quand on est un territoire avec une rivière qui passe ou un canal, il y a de l'eau qu'on voit en surface et donc on imagine très bien qu'à un moment ça peut déborder. On n'en sait pas toujours jusqu'où, quels sont tous les terrains qui vont être inondés par une inondation, mais ça semble à peu près cohérent. Et qu'on a vu qu'à Saran, notre usine de traitement, par exemple, d'ordures ménagères, qu'on avait fait attention de construire loin de toute zone inondable, et on a eu 1,50 m d'eau. Notre usine a été arrêtée pendant de très longs mois
en raison de cette inondation. Et donc, pour nous, c'était ça une difficulté, c'était pendant la crise, c'était de se dire, mais d'où vient cette eau? Quels vont être les territoires qui vont être inondés? Et on avait vraiment besoin de le comprendre. C'est pour ça qu'on a réalisé des modélisations. En fait, c'est une modélisation, c'est une représentation cartographique des zones qui peuvent être inondées. Voilà. Alors, la première étape de ce travail, ça a été déjà d'interroger tous les acteurs du territoire. On a été rencontrer les communes, on a été rencontrer des gens qui avaient été inondés pour essayer de marquer sur une carte tous les secteurs qui avaient été inondés en 2016, quelle que soit l'origine. Les gens avaient vu de l'eau, ils nous donnaient la hauteur à peu près. S'ils savaient à peu près, ou s'ils avaient l'impression que ça venait de telle ou telle chose, ils nous le disaient, on le marquait, mais ça ne nous empêchait pas après de recaractériser les événements. Je veux bien la suivante. Donc, on a fait ça au nord et au sud de la métropole, et on avait notamment autour de Saint-Cyr-en-Val des très grandes zones agricoles qui étaient complètement inondées. Je veux bien la suivante. Donc, l'étude de ruissellement, alors ce que vous pouvez voir sur cette petite carte, c'est qu'on a un territoire quand même qui est très plat dans notre secteur, et la difficulté, c'est de savoir où étaient ces axes de ruissellement. Et donc, on a utilisé une topographie extrêmement fine qu'on a du territoire pour essayer de voir où l'eau pouvait circuler, quels étaient vraiment à chaque fois les points bas. On a regardé ensuite ce qui pouvait faire obstacle aux écoulements, une route, un pont, un mur, enfin bon, différentes choses. On a essayé de regarder aussi où étaient les points bas et les cuvettes. On a regardé combien de logements il y avait dans ces zones. Voilà. Donc ça, c'est maintenant quelque chose qui est fini. Maintenant, on en est à essayer de trouver des solutions pour réduire les inondations par ruissellement, en sachant qu'on ne pourra pas l'éviter, puisque comme Rodolphe vous l'a présenté tout à l'heure, il y a un moment où de toute façon, les quantités d'eau sont telles que l'eau ruisselle. Mais au moins, si on sait où elles doivent ruisseler, on gagne un peu de temps. Et surtout, on peut prendre des mesures simples, rien qu'en urbanisme, de construire plutôt des habitations ou des bâtiments parallèles à l'axe de ruissellement et pas en faisant attention que le bâtiment construit ne coupe pas cette zone. Là, ce que vous avez sur cette carte, on a fait après une étude sur les débordements de cours d'eau. Donc là, je vous ai juste mis le secteur Biot, Sens, la partie est de notre métropole. Mais on a fait ce même travail sur la vallée de l'Égoutier et sur le Loiret, Guy. Voilà. On a à chaque fois dépassé les limites de la métropole parce que pour nous, ce qui est intéressant, c'est de travailler à l'échelle d'un bassin versant, donc de voir vraiment l'ensemble de la quantité d'eau qui arrive sur notre territoire. Donc vous pouvez voir là, c'est le débordement des cours d'eau en 2016 et on voit tout de suite que chez SI, le secteur des plantes, limite de boue, a été très très fortement inondé. Mais on a eu d'autres secteurs, on avait des petits cours d'eau qu'on ne connaissait à peine et qui ont bien débordé aussi en 2016. Alors, donc ça, cette étape de modélisation est donc quasiment terminée. Maintenant, on est sur la phase de trouver des solutions pour réduire les dommages. Mais aussi en bilan de 2016, ce qui a été un retour de l'ensemble des communes, c'est de dire ce qui nous avait manqué, c'est d'avoir un système d'alerte. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, certaines communes ont encore, par exemple, les systèmes d'alerte sur les châteaux d'eau, etc. Mais ça ne servait à rien de l'utiliser parce que ça ne définissait pas le type d'événement. Et ça pouvait inquiéter des gens qui n'étaient pas inondés, les inciter à se déplacer dans des zones qui étaient inondées. Donc, on ne pouvait pas utiliser le système de sirène nationale. Et donc, on a été tous un peu embêtés, on a utilisé les réseaux sociaux, mais ça ne touchait pas tout le monde. Donc, une des premières actions qui a été mise en place, c'est de concevoir un système d'alerte qui est accessible à tout le monde, où chacun peut s'inscrire librement, où chacune des communes peut diffuser une alerte sur l'ensemble de son territoire, mais aussi simplement sur un quartier, si c'est juste un quartier qui est infecté. Et donc ça, c'est quelque chose où vous pouvez tous vous inscrire sur le système. Je veux bien que tu me cliques. Ah, la diapo, voilà, la diapo suivante, voilà. Et donc, vous pouvez vous inscrire et être informé immédiatement sur les inondations, mouvements de terrain, phénomènes climatiques. Alors,
souvent, alors heureusement, on n'a pas des inondations tous les jours, on n'a pas des mouvements de terre tous les jours, mais en ce moment, on a beaucoup de phénomènes climatiques et vous pouvez, si vous le choisissez, être informé aussi sur le sablage des routes ou pas. Enfin, vous cliquez, vous choisissez les options que vous souhaitez. Choisissez le risque que vous voulez. Voilà, vous choisissez le risque que vous voulez. Voilà. Quelque chose d'autre qui a été vraiment développé depuis 2016, ce sont les réserves communales. En 2016, il y avait très peu de communes qui avaient des réserves. Chécy en avait une, mais par exemple, pas les autres, ou quasiment pas les autres. Et les réserves communales, c'est quelque chose de très précieux. C'est en fait des citoyens qui sont bénévoles pour aider la collectivité en cas d'événement majeur et que l'on forme. Parce que le problème quand on a des bénévoles en gestion de crise, c'est que, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas ce qu'ils savent faire, eux-mêmes ne savent pas comment faire les choses forcément. Et là, ça nous permet, en inscrivant ces gens, en les connaissant petit à petit, de les former à tout type de crise, aussi à tout type d'actions qui peuvent être menées, puisque les actions sont variées, et de les mobiliser en cas d'événement. J'ai une autre diapo peut-être après. Voilà. Donc les réserves communales, donc en cas de crise, ils aident à l'évacuation, à la tenue de périmètres de sécurité. Ils peuvent nous aider aussi sur tout ce qui est centre d'hébergement, sur l'information de la population, la surveillance des cours d'eau, enfin, aider au nettoyage aussi après en post-crue si nécessaire. Mais ils sont également extrêmement importants pour sensibiliser la population en période normale. C'est comme c'est des gens qui ont reçu des indications, une formation sur ce que c'était les risques, comme ils habitent les quartiers, comme ils vivent dans leur ville, ils sont souvent à même pour expliquer les incidents qu'on peut arriver, les bons comportements à avoir, ce qui facilite un peu les choses. Voilà. Voilà pour notre partie sur les actions sur 2016. Je me permets de reprendre quelques questions du coup et quelques points d'intention qui ont été intéressants dans les commentaires. Je commence par le fait de proposer la favorisation en fait, comment dire favoriser l'infiltration en fait des parcelles au niveau de l'urbanisme. En effet, c'est des choses sur lesquelles on travaille, notamment avec nos collègues de l'urbanisme et de l'assainissement. Et c'est quelque chose qui est pris en compte dans le PCAET, donc plan climat énergie territorial. Et c'est typiquement le genre de réflexion qu'on aimerait mener aussi à travers les assises. Donc, c'est parfait. Voilà. On en reparlera notamment dans la prochaine, d'autres ateliers en fin de compte. Par rapport aux commentaires, chez moi, j'ai eu une remontée de nappe. En effet, on a 3 risques inondation sur le territoire. On a le débordement de cours d'eau, donc on connaît tous. Donc c'est par exemple les crues de la Loire. On a aussi le risque ruissellement qu'on vient d'évoquer. Et on a également les remontées de nappe. Donc voilà. On a ces 3 risques inondation-là. C'est pour ça qu'on parle de risque inondation au pluriel et pas seulement... voilà. Inondation, surface de l'imperméabilisation. Oui, encore l'imperméabilisation, c'est vraiment un gros problème au niveau urbanisme. Voilà, en effet, voilà. Par rapport aux rivières souterraines, en effet, on a, donc ça s'appelle du karst, c'est un réseau hydrographique qui se développe en fin de compte dans tout ce qui est calcaire par dissolution mécanique, donc du calcaire et aussi chimique. C'est des rivières souterraines en fin de compte. On en a sur le territoire, principalement au sud de la Loire, donc sur tout ce qui est au niveau de la source, etc. La source du Bouillon au parc floral, c'est une exurgence. Et on en a aussi en forêt, à Saran en fin de compte. C'est un sujet d'étude qui est en cours par le BRGM parce que c'est très compliqué de localiser ces rivières souterraines du fait qu'elles soient souterraines.
Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte en effet. Nanana. Si vous souhaitez prendre la parole à l'oral, il n'y a pas de problème aussi. Quand va-t-on recevoir? Mais si je peux me permettre, pour répondre à la question pour comment on arrive à déterminer une remontée de nappe, chez moi, ça s'est passé de manière assez simple. En fait, il n'y a aucune circulation d'eau. L'eau, en fait, elle est très claire. On pourrait presque la boire. En fait, moi, ma maison est construite sur une zone humide. Donc, en fait, normalement, cet été, j'ai eu un sondage chez moi pour les problèmes de fissures de maison. L'eau, en fait, elle était à 2 mètres sous le niveau de la maison, enfin, en pleine canicule. C'est-à-dire, j'ai de l'eau en permanence. Mais là, en fait, avec les quantités de pluie, il faut imaginer comme une espèce de bassine en fait, qui se remplit progressivement. En fait, l'eau monte, mais c'est très clair, c'est très propre. Hein. L'eau, en fait, elle était pure. Enfin, on voyait bien le fond. J'ai aucun ruissellement. C'est comme ça, moi, j'ai déterminé. Mais après, je sais que simplement, c'est bien une nappe qui remonte et j'ai une couche argileuse en dessous. Et puis, ça se fait progressivement, quoi. Voilà. Et vous êtes dans quel secteur? Saint-Jean-de-Bray, du côté de chez Dior, en fait. Je suis c'est juste à côté de l'endroit où il devait y avoir au départ la construction d'un super magasin Decathlon. Et voilà. Et je suis de l'autre côté de la tangentielle, moi. Enfin, D'accord, mais en fait, à vol d'oiseau, je suis à 40 mètres, quoi. Voilà. d'accord. Ok, ben, merci pour cette indication, je vais le mettre dans mes cartes. Voilà. Non, mais je peux vous envoyer des trucs hein, là-dessus. J'en ai aussi. Hein. Je pense que vous en avez pas mal. Vous n'avez pas besoin de moi, je crois. Voilà. Oh, pas Bon, pour tout, ça dépend du merci. secteur. Merci. Monsieur Aran, allez-y. Oui, bonjour. En fait, Bonjour. moi, je voulais parler en fait de toutes les pollutions Oui. consécutives aux inondations de 2016. Donc, particulièrement, j'ai été témoin en fait d'une cuve à fioul qui s'est renversée en fait dans un sous-sol et le fioul est reparti dans la rue et s'est déversé en mer. Et puis aussi, ça a évidemment pollué les sols dans ce quartier. Beaucoup d'objets, évidemment, qui sont partis en mer, hein, objets plastiques, autres déchets. Les stations d'épuration ne pouvaient plus, en fait, traiter les eaux usées. Ce qui veut dire que il faut imaginer quand même que, enfin, sans doute une grosse partie des eaux usées sont parties en mer. En fait, je suis allé aussi à une conférence qui parlait de système en fait, de filtration des eaux, c'est-à-dire que plutôt que de faire des gros tuyaux qui partent directement à la Loire et à la mer, c'est en fait d'avoir des systèmes, des bassins en fait, de drainage, c'est-à-dire d'envoyer l'eau, comme il en existe dans certaines zones, dans des bassins, on va dire, naturels, hein, où on plante qui vont permettre quand même d'avoir un minimum de retenue de tous les polluants, mais pas seulement dans les inondations, hein, c'est aussi quand il pleut. Voilà. Donc, ce que je ne sais pas, c'est aujourd'hui quelles sont les dispositions qui ont été prises, puisque je vois qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été choisies, mais inhérents aux pollutions, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu grand-chose. Alors, on a essayé sur les inondations du fioul, c'est vraiment quelque chose qui nous a empoisonné en 2016, puisque effectivement, on a énormément de cuves à fioul, notamment sur Saint-Cyr-en-Val, mais sur celle-ci également. On fuit, on se sont déversés, etc. Et on a eu peu de solutions. Alors, quand ça a été dans les habitations, il y a des sociétés spécialisées qui ont réussi à pomper le fioul qui surnageait en fait sur l'eau avant que ça s'imprègne vraiment dans les habitations. Parce que effectivement, une fois que ça s'imprègne dans les habitations, normalement, ça reste pendant extrêmement longtemps et ça rend normalement une habitation impropre au logement. Voilà. On a vu effectivement qu'un certain nombre de plantes pouvaient être plantées, enfin être
certain nombre de types de végétation pouvaient être installés sur des terrains qui avaient été pollués pour, au fur et à mesure, en fait, alors je ne suis pas du tout spécialiste en biologie. Je ne connais pas non plus, mais je sais qu'on fait ça sur des champs, par exemple, pour tout ce qui est pollution de métaux. Oui. Et en fait, les végétaux arrivent à capter une grande part de cette pollution. Et en récoltant après ces végétaux et en les... Alors, je sais que pour certains polluants, c'est incinéré, mais peut-être pas pour tous. Ça permet de traiter les sols de cette manière. Mais c'était un vrai problème. Ouais. C'est pour ça que dans le PPRI, pour les inondations Loire, on préconise un certain nombre de fermetures, notamment des évents, des cuves à fioul, pour que en période d'inondation, il n'y ait pas une échappation, une fuite des hydrocarbures par les colonnes des vents. C'est ça. Et sur les eaux usées sur une partie d'Orléans, je parle du centre, hein, il y a toujours un mélange d'eau de pluie et d'eau usée. Oui. Ça, c'est quand même problématique parce qu'en fait, la station d'épuration est capable de traiter en fait un certain débit. On sait très bien qu'en cas d'énorme orage, à un moment donné, ça arrive à saturation, ça arrive en surverse et du coup, toutes les eaux usées partent en mer. Est-ce qu'un jour, on va imaginer pouvoir progressivement refaire une partie de deux réseaux de manière à effectivement séparer les eaux usées des eaux de pluie? Alors, dans tous les quartiers récents, effectivement, on fait ce qu'on appelle du séparatif. On a vraiment cette distinction des deux réseaux. Par contre, dans Orléans-Centre, ça demande tellement de travaux, de rénovation, etc., que ça se fait que vraiment dans les cas de rénovation lourde d'un quartier, et surtout qu'on puisse raccorder après un réseau de séparatifs. Sinon, c'est un peu difficile. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas l'idéal parce que ça fait traiter aux stations d'épuration des quantités très importantes d'eau et que ce n'est absolument pas parfait. Vous avez parlé d'alerte ici. Oui. Et j'aurais aimé savoir quels étaient les circuits de décision qui permettaient de générer ces alertes. Alors, elles peuvent être de différentes aides. Soit c'est la préfecture qui informe les communes d'un événement particulier qui va avoir lieu sur son territoire. Par exemple, là, on a été informé qu'on était en risque orange en zone, pour la météo, pour risque neige, verglas, etc. Donc ça, c'est une information qui nous est venue de la préfecture et qui vient aux communes par la préfecture et qui a été rediffusée sur le réseau d'alerte. Après, on peut avoir une commune qui voit un événement se passer sur son territoire et qui, dans l'urgence, je sais que c'était arrivé à Saint-Cyr-en-Val, justement, où ils ont vu une inondation du Morchaine en cours, et donc ils ont tout de suite utilisé le système d'alarme, c'était en mars dernier, pour informer la population. Et donc, au niveau de la métropole, on est aussi en capacité de le faire pour l'ensemble des habitants si les maires nous le demandent. Voilà. Le système d'alerte, il est vraiment conçu pour les alertes majeures, enfin d'inondation, de mouvements de terrain, etc. Il n'est pas utilisé pour autre chose que ça. D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas une modélisation assez fine pour éventuellement générer des alertes très en amont d'un point de vue temporel? Oui, si on a l'information, par exemple une crue de Loire, on a 72 heures à l'avance, on sait à peu près quelle va être la forme de la crue et les risques associés. Donc là, on peut déclencher immédiatement. Pour Saint-Cyr-en-Val et la crue du Morchaine et du Duy en mars dernier, ça nous a pris 5 minutes pour informer l'ensemble des habitants de Saint-Cyr-en-Val de cette crue. Et on aurait pu même dessiner un secteur et appeler tous les gens dans ce secteur. Les gens qui se sont inscrits au système d'alerte seulement. Et ceux qui sont sur l'annuaire national. D'accord. Okay, pour ça, on vous incite à vous inscrire sur ce système d'alerte parce qu'il est vraiment utilisé que pour ça. Tous les fichiers sont protégés, déclarés à la CNIL et sont vraiment utilisés que pour les risques.
Monsieur Vidal, allez-y. Ouais, je ne vais pas vous embêter longtemps. Il y a juste un problème là, pour l'alerte sur la Loire. La Loire, en fait, elle est canalisée depuis assez longtemps. En fait, elle coule plus bas. J'allais dire, en fait, autrefois, elle coulait entre j'allais dire, les coteaux de Sologne, enfin, Olivet, on va dire, et Orléans. C'est-à-dire que son cours changeait régulièrement. Mais le problème, c'est que du coup, de la mesure où elle est canalisée, elle coule beaucoup plus bas. Il y a eu pas mal de, on a enlevé du gravillon, enfin des graviers, on a enlevé, etc. Ça veut dire qu'en fait, il y a des secteurs où les levées sont en fait en mauvais état. Et le désengagement de l'État, c'est peut-être très sympa, mais ça ne couvre pas tout. Je veux dire, même associer les communes, pardon, les intercommunalités doivent prendre ça à leur charge. Il y a des intercommunalités qui n'ont pas de fortune. C'est bien d'ailleurs que vous ayez regroupé qu'il y ait 3 intercommunalités de regrouper pour le PAPI. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il y a quand même un risque encore actuellement. Et ça vous ne pouvez pas l'anticiper. On ne peut pas anticiper. Je veux dire, quand il y a déjà des infiltrations, j'allais dire, sous les levées, c'était la première chose. Et je termine après parce que je suis trop long. On a quand même des ruisseaux qui sont canalisés aussi. Je pense à la Chilesse, je pense à l'Égoutier qui est en tout cas canalisé sur la commune de Saint-Jean-de-Bray. Le problème, c'est que tant que ça reste canalisé, il y aura des inondations. On ne pourra pas l'empêcher, ça. Et les gouttiers dans la zone industrielle de Saint-Jean-de-Bray, c'est quand même pas terrible, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, pour répondre à vos 2 questions, alors vous avez tout à fait raison sur l'enfoncement du lit de la Loire. Hein, il est descendu jusqu'à 1,50 m. Et c'est vrai que ça abîme tout ce qu'on appelle les pieds de digue. Donc, alors c'est l'outil qui nous permet de le comprendre et de revoir la fragilité. Chez nous, ça s'appelle les études de danger, où effectivement, on contrôle l'état du système d'endiguement du pied de digue en haut de digue, en regardant les matériaux, etc. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on a des digues qui font 7 mètres de haut, qui normalement sont faites pour résister à des crues comme celles qu'on a connues au 19e. Mais du fait de ces fragilités de ces pieds de digue, en fait, la solidité de nos digues résiste maintenant qu'à des crues comme celles qu'on a connues en 1907, c'est-à-dire une crue de retour entre 50 et 70 ans. Alors, depuis qu'on a vu ça, même quand l'État était, avant même que l'État se désengage, on a travaillé avec eux pour financer une restauration du système d'endiguement. Et sur les 5 dernières années, c'est plus de 16 millions d'euros qui ont été engagés sur les digues des Vals de l'Orléanais. La métropole y a contribué financièrement notamment. Mais on ne travaille pas que sur notre territoire. Une digue, c'est quelque chose de continu. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le PAPI, c'est que on est interdépendants des uns des autres. Enfin, si les voisins n'entretiennent pas leur digue ou ne font pas ce qu'il faut, ça nous met aussi en danger. Donc, cette solidarité, elle est nécessaire à l'échelle du Var. Voilà, ça, c'était question Loire. Pour les gouttiers, on a modélisé effectivement les gouttiers. On a regardé on a aussi intégré toute la partie canalisée et de voir ce qui se passerait. Alors, 2016, la partie canalisée n'a pas débordé, ou elle est restée vraiment sur la chaussée à Saint-Jean-de-Bray. Mais ça nous a permis de voir effectivement tous les problèmes d'écoulement de ce cours d'eau. Certains endroits qui sont en bord attaquant qu'il faut absolument traiter parce que c'est dangereux pour les maisons riveraines. Mais on a aussi regardé les zones d'expansion de crues qui pourraient être nécessaires pour que les gouttiers retrouvent un lit un peu plus divagant, si je puis dire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à peu près. Merci. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, alors moi, ce que je voulais parler, c'est plutôt des choses que j'ai vues qui se sont faites. On parle justement de prévention et tout ça, et on continue à faire du déboisement. Alors, ça m'étonne un petit peu de la part de la métropole, par exemple sur la zone industrielle de Saint-Cyr-en-Val. On projette des zones commerciales aussi sur Ardon, sur Saran. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de tout ça, quoi. On n'est pas prophète en son pays. On n'a pas forcément. Chaque territoire, Ardon, déjà, c'est pas sur la métropole et certains s'en sont un peu indignés de ce projet. Sur Saran, Orme, les communes ont un certain nombre d'actions qu'on ne peut pas toujours contrôler de notre côté.
Et les actions de la métropole, On essaye une plus grande cohérence d'ensemble. Mais le déboisement, c'est pas très cohérent. oui, on essaye. Mais c'est pas la première fois qu'on peut voir, il nous a déjà eu une fois avec ça. Et je ne peux pas répondre à ça. J'ai eu déjà des appels avec lui. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a ça, et aussi des constructions Saint-Cyr-en-Val, justement sur le Morchène. Eh bien, juste après les inondations, ils ont construit des immeubles sur le Morchène. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Oui, j'ai vu ça. Mais a priori, dans les fondations, les ouvrages, ils avaient prévu quelque chose pour ne pas freiner, ne pas gêner l'écoulement. Et sur le Morchène, donc, on a fait aussi toute la modélisation et le bureau d'études nous a fait un certain nombre de préconisations de travaux. Donc, on n'en est pas encore à pouvoir les dévoiler parce qu'on est en train de les chiffrer, de se rendre compte si techniquement et financièrement c'est quelque chose de possible pour essayer de réduire un peu les inondations du Morchène. Le travail, il ne doit pas se faire que sur le Morchène, c'est bien en amont du Morchène. Il y a toute la zone avant où il y a plein d'étangs, où il y a des propriétaires qui ne travaillent pas sur leurs étangs. Et toute la zone d'agriculture qui devient une agriculture intensive aussi. C'est ça aussi qui vous ramène de l'eau. Et quand on vient, quand les constructions à Saint-Cyr-en-Val, vous dites oui, mais vous seriez pour un privé, lui, il n'aurait pas eu le droit de construire en zone inondable, mais une municipalité se le permet. Et bien sûr, le risque, c'est l'argent du citoyen qui paiera s'il y a des problèmes. Voilà, c'est tout. Donc, sur la zone de Saint-Cyr-en-Val, de ce côté-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler avec les agriculteurs aussi par là, parce que c'est eux aussi qui, avec leur changement de pratique, ont aussi rendu la terre perméable. Donc, il faut en ce moment de pratique, donc il faut appuyer là-dessus, il faut y aller. Dans le cadre du PAPI, il y a des sensibilisations aussi qui sont prévues et des échanges qui sont prévus avec le monde agricole. Mais il ne faut pas que les sensibilisations. Non, bien sûr, mais ça commence aussi par là, leur donner l'information, leur donner des solutions, parce que c'est pas forcément. Enfin voilà. Ils ont 4 plans qu'on leur a fait avec des financements. Ils n'ont pas encore avancé. Par contre, l'argent est parti. Ouais. On va sûrement faire une présentation après avec la commune des études qu'on a menées sur le Morchène. Ça serait intéressant que vous veniez à ce moment-là, qu'on en discute vraiment autour des cartes, que vous nous montriez vraiment les zones. Parce que, comme je veux dire, c'est aussi des oublis qu'on a, tout le monde, on oublie le territoire, on oublie comment il était, on oublie ce qui se passait, c'est ça aussi. Hein. Quand on est au bord de la Sologne, c'est la sous-couche, c'est de la terre glaise, hein. C'est une bassine, hein. Ça se remplit, et après, ça déborde. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. On vous remercie tous les trois pour votre participation à cet atelier. On espère qu'on a pu vous apporter des éléments de réponse. En tout cas, nous, on a noté les remarques de notre côté au niveau des commentaires et c'est quelque chose qu'on reprendra tous ensemble. On vous invite à continuer du coup au niveau des assises pour qu'on puisse reprendre tout ça ensemble dans un temps plus de travail cette fois-ci pour essayer de trouver des solutions un peu plus concrètes à tous ces problèmes-là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore. Bonne soirée. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.